Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Bélindola et réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. Nouvel épisode de notre podcast posté chaque lundi à 8h sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Si, c'est pas de la pub. Ce sont nos médiums. Cette semaine, je suis ravie de recevoir deux comédiens de la troupe. Bonjour Thierry Ancis. Bonjour. Et bonjour Jordan Rezghi. Bonjour. Alors Thierry, vous êtes doyen de la troupe du Français depuis le 1er janvier 2024. Félicitations. Sociétaire depuis 1993, pensionnaire depuis 1986, et vous êtes entré tout jeune, tout bleu, au Français comme artiste auxiliaire en 85, donc l'année d'avant de devenir pensionnaire. Ouais. Alors, depuis 1985 et jusqu'à aujourd'hui, vous jouez à peu près tout. Vous avez à peu près tout joué, même si je vous ai entendu la semaine dernière dire que vous n'aviez pas joué assez de tragédie à votre goût. Il y a quand même eu Britannicus. Voilà, une fois qu'on a joué Britannicus, finalement, à quoi c'est le rôle de Britannicus, c'est pas le rôle de Néron non plus. Hein. Bon. Le rôle titre, vous avez joué le bourgeois gentilhomme, vous avez joué un certain nombre de Molière. Le bourgeois ici. gentilhomme, oui, c'était mon premier rôle. Votre premier rôle quand vous êtes Mon premier entré. rôle en tant qu'élève stagiaire, je crois, oui, ou artiste auxiliaire, je ne me rappelle plus exactement de... La biographie officielle dit artiste auxiliaire. Je me rappelle plus de ma qualité en tant que comédien du garçon tailleur dans le bourgeois gentilhomme. Oui. Vous avez travaillé avec les grands metteurs en scène qui ont croisé la route du Français et d'ailleurs Jacques Lassalle, Vassiliev, Alain Françon, Alexander Lang, Robert Carsen, Julie Deliquet, plus récemment, Isabelle Nanty, et puis certains de vos camarades de la troupe. Vous avez joué sous la direction de Denis Podalides, récemment de Marina Hans pour sa première mise en scène. Jordan Rezghi, vous êtes pensionnaire depuis 2024 et vous êtes arrivé ici en tant qu'artiste auxiliaire, aussi en 2023. Vous êtes comédien, mais aussi danseur, je crois notamment de hip-hop. Principalement, oui. Voilà, danse contemporaine aussi. Vous êtes chanteur, pratiquez les masques, les marionnettes. Vous êtes entré au Conservatoire national d'art dramatique où vous avez suivi les cours, entre autres, d'un de vos collègues ici, Gilles David. Totalement. Vous avez travaillé avec lui, ici, depuis que vous êtes arrivé Pas encore, que je sache, non. Non. Je réfléchis en même temps si on avait peut-être potentiellement fait une lecture ensemble, mais non, je crois pas. Ce serait comment si vous travailliez avec lui ? On oublie ? Ah oui, totalement. De toute façon, Gilles, on oublie assez facilement. C'est tellement un bon camarade. Il y a tellement peu. C'est très horizontal avec lui, donc il n'y a aucun problème. Même en cours, c'était assez horizontal le rapport avec lui. Alors, vous avez travaillé, entre autres, c'est toujours des raccourcis, ces petites biographies avec Stéphane Brochevec à l'Odéon. Vous êtes arrivé ici à la Comédie Française avec la mise en scène de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht et Kurt Weill par Thomas Ostermayer. Et en fait, je crois que pour la première fois, vous avez joué hors Richelieu, puisque c'était Aix-en-Provence. Aix-en-Provence pour le Festival d'art lyrique. Ça, c'était votre première avec la Comédie Française. C'est ça, démarrage de rêve. Alors, vous répétez actuellement une pièce de Marius von Mayenburg, qui, contrairement à ce que son nom indique, ou en tout cas sous-entend, est un jeune dramaturge, en tout cas un jeune dramaturge né dans les années 70, ce n'est pas un romantique allemand des années du 19e, il est allemand, pour autant, c'est un auteur associé à la Schaubühne, il travaille donc avec Thomas Ostermayer, et il a écrit cette pièce qui s'appelle Le Moche, voilà, qui on va développer, mais c'est en gros l'histoire d'un homme dont la vie bascule à un moment donné, un moment d'une révélation, et puis ensuite d'une décision qu'il prend, qui est irrémédiable. Cette pièce, Le Moche, est mise en scène par Aurélien Amar-Padis, qui est un ancien académicien de la Comédie Française, qui a été assistant à la mise en scène de plusieurs créations ici, à vos côtés Sylvia Berger et Thierry Godard. Pour résumer cette pièce au titre tout à fait drôlatique et un peu opaque quand même, que diriez-vous l'un et l'autre, Thierry Ancis? Moi, c'est moi qui joue le moche, donc c'est un rôle de composition pure. Non, c'est une pièce au départ qui a l'air d'un petit pamphlet, d'une amusette presque, et en fait qui est une pièce beaucoup plus mordante et acide que ce que la première lecture peut laisser entrevoir.
C'est une pièce qui dénonce l'absurdité totale de l'apparence, de la recherche de l'apparence et de la perdition de soi dans l'apparence. On est confronté à ça tous les jours maintenant avec les réseaux sociaux, avec les influenceurs qui se selfient à longueur de spots et de posts, et où finalement les gens qui suivent ça se réfèrent complètement à des normes qui leur sont données par d'autres. En fait, il n'y a plus aucun libre arbitre, plus aucune réflexion sur le choix personnel, plus aucune autonomie décisionnelle sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il faut correspondre à des schémas, il faut correspondre à des canevas, il faut correspondre à des normes qui vous sont données par d'autres. Et la pièce parle essentiellement de ça. Oui. Alors, votre personnage, laiteux ? Je fais laiteux, qui est un personnage qui est tellement laid, il n'en a pas conscience du tout, parce que personne ne lui a jamais dit qu'il était laid. Il vit avec une femme, il est marié, il a une femme qu'il aime, et qui l'aime, et qui ne lui a jamais parlé de sa laideur. Simplement, c'est un inventeur, il a inventé un brevet qui doit être présenté à un congrès. Et en fait, il se rend compte que c'est pas lui qui est choisi pour aller présenter ce brevet et pour vendre son invention, parce qu'avec le visage qu'il a, il ne vendra rien. Et donc, confronté à cette violence de révélation, il en parle à sa femme qui lui dit « Bien sûr, mais je crois que tu le savais, j'ai toujours cru que tu le savais, etc. » Et il se rend compte de la violence que sa femme elle-même s'est imposée pour vivre avec lui en ne le regardant que dans l'œil gauche. Elle n'a regardé jamais envisagé son visage tout entier parce que c'était insurmontable comme vision. Et donc, elle a vécu avec lui en oubliant, en mettant de côté complètement sa laideur parce qu'elle ne le regardait pas vraiment. Et confronté à cette violence de révélation-là, il décide de se faire opérer chirurgicalement. Et c'est de cette décision que naît toute l'absurdité, la violence et l'horreur de la situation qui va suivre. Jordan, vous jouez... La personne qui lui dit exactement ces choses horribles sur le fait que il son pourra supérieur pas... hiérarchique. Voilà, c'est ça. Scheffler qui lui est un double personnage qui s'occupe et d'une entreprise monde, un petit peu, une start-up monde, et qui fait aussi le chirurgien qui va s'occuper de Laiteux et qui, pour la première fois, va faire une reconstruction d'un visage dans son entièreté, quoi. Un visage qui est censé être beau. C'est ça. Un visage qui C'est ça. s'inspire des canons contemporains. C'est ça. Et donc cet homme devient beau et maître étalon de l'époque. Oui. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait développé ce côté-là. Mais parce que vous êtes en répétition. Oui, on est en répétition. On a commencé répétition. il y a 2 semaines les répétitions, donc c'est tout frais. Ça sort de l'œuf. Et comme j'allais dire, en fait, il se rend compte qu'il a une tête d'œuf pelé. C'est-à-dire, vous avez un œuf, vous enlevez la coquille, et c'est son visage. C'est-à-dire, c'est un visage absolument neutre, blanc, pur. Mais il n'y a pas dans la description qu'il en fait, et que son chirurgien lui-même en fait, il n'y a aucun trait, il n'y a aucune... c'est pas un visage de Botticelli ou de Vinci ou des grands canevas de la beauté. En fait, il part du principe que le visage blanc, vide, est le canevas de la beauté. Et c'est encore plus intrusif et encore plus violent et encore plus absurde. C'est qu'à partir de ce visage blanc qui n'exprime rien, les gens veulent se reconnaître dans ce visage qui n'exprime rien. Et c'est évidemment une métaphore de notre société où moins on ressent et plus on existe. Jordan, votre personnage donc, opère ce pauvre laiteux qui change de vie. Ça, on peut développer sur ce que la beauté... telle qu'on la fantasme a comme écho dans une vie d'homme qui tout dépasse de laid à beau. Ce chirurgien, il décide aussi de faire de l'argent en opérant d'autres personnes. Oui, là, on tombe dans une dystopie cronenbergienne, presque. Oui, ou lynchienne, je ne sais pas. Comme plein de dystopies qui sont créées, écrites, ou même qu'on peut voir maintenant sur des plateformes ou autres, pour montrer un petit peu à quel point l'être humain peut sombrer dans le fait de vouloir ressembler à tout prix aux autres. Et donc, ce chirurgien-là, il fait un peu son business à partir de Laiteux. Ça commence avec lui. Au début, on peut se dire que c'est un chirurgien un peu lambda, mais une fois que ça marche pour Laiteux, c'est principalement son fonds de commerce après, par la suite. Il le dit à un moment même, je ne sais plus rien faire d'autre que
Que laiteux. Que laiteux. Pour tout le monde. Donc il reproduit à l'infini Exactement. ce visage en forme d'œuf, nu, et voilà, ça dérape. Ah oui, totalement. En fait, les seules fois où on touche à quelque chose qui est de l'ordre même du fond de l'âme, de quelque chose qui pourrait être plus plein, c'est au tout début, quand laiteux a un échange avec sa femme et elle lui fait comprendre mais j'ai oublié en fait la forme de ton corps, de tout ça, t'es quelqu'un de bien. Et ça part de là. Et à partir de ce moment-là, on sombre dans les perditions d'une surface inutile, des coquilles vides partout. Et donc, c'est un peu après la quête personnelle de laiteux de rechercher ce fond-là qui est nécessaire chez tout le monde. Cette âme qui a disparu, qui s'est effacée. Oui. Et d'ailleurs, pour parfaire le parcours du chirurgien lui-même à la fin, c'est la dernière scène, c'est le chirurgien qui s'auto-chirurgie. Enfin, oui, parce que le chirurgien, c'est le dernier des Mohicans, en fait. Qui se pratique sur lui-même la chirurgie. C'est un acte horrible. Consciemment, il se casse le nez pour commencer à se transformer à laiteux. Et j'imagine l'horreur de ce mec qui, sans anesthésie, se charcute lui-même et brise son visage. Vous allez jouer ça, Jordan. Pour ressembler... Totalement. Non, il y a un noir. Hein. On fait un noir, quand même. Mais... pas de maquillage gore. Non, pas non. de maquillage. Non. Et la pièce est ainsi construite que à part laiteux, chaque personnage joue plusieurs personnages qui sont emprisonnés dans les mêmes réseaux de connexions absurdes, parfois complètement paradoxales. C'est-à-dire que la femme de laiteux, Sylvia Berger, joue en même temps la maîtresse de laiteux, l'assistant de laiteux qui prend sa place pour aller au congrès, joue en même temps le fils ça c'est Thierry Godard, joue en même temps le fils de la maîtresse de laiteux, et tous ces gens-là, en fait, se recoupent dans une espèce d'interprétation qui devient purement schizophrénique, d'ailleurs. Et toute la pièce se termine par la schizophrénie, la dissociation mentale de laiteux qui se parle à lui-même comme s'il était et la chèvre et le loup, enfin, et le supplicié et le supplicieur. Enfin, c'est une pièce qui peut aller très très loin dans le dystopisme et dans la schizophrénie, ouais. Là, vous en êtes donc aux répétitions. Vous n'êtes pas encore sur le plateau du studio théâtre. Vous répétez dans les salles de Richelieu, dans le sous-sol, dans une petite architecture à l'os, conçue pour les répétitions. Mais il y a quand même l'idée d'un dehors et d'un dedans, d'un enfermement, puisque j'ai assisté à une répétition. Quel est le brief d'Aurélien Marpadis que j'ai vu travailler et qui est très précis et en même temps très pragmatique dans sa façon de voir les choses? Ça pourrait être beaucoup plus intellectualisé, ça ne l'est pas finalement. Vous êtes en train de vous approprier vos personnages et la pièce et ses thématiques. Comment vous pourriez, expliquer le travail avec ce jeune metteur en scène qui a l'air de bien s'amuser? Il y avait une très bonne ambiance sur le plateau. Oui, globalement, on s'amuse tous énormément. En tout cas, c'est très précis et très clair pour Aurélien. Et en tout cas, dans cette direction, moi, personnellement, ça m'aide énormément à visualiser un peu comment il aborde chaque personnage, les rapports entre eux, les situations, et même le texte, et à quel point c'est tristement d'actualité. Mais c'est assez joyeux. Et puis, on est en même temps en recherche, comme la dernière répète qu'on a eue. Il nous a dit, voilà, là, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Maintenant, il faut juste qu'on les prenne pleinement avec le texte, avec la mise en espace. Mais je retiens énormément cette image-là de porte où on a dessiné un espace, même mental, au niveau des intentions, des rapports entre chaque personnage et des situations. Et maintenant, il faut juste qu'on prenne chaque porte pleinement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans un premier temps, je pense que c'est une première étape de travail. Je ne le connais pas comme metteur en scène, je le découvre et je l'aime beaucoup. Parce qu'il, comme vous le dites, il est extrêmement précis. Il est dans un rapport très, très factuel au texte, dans un rapport très, très à l'os, un rapport tout à fait naturaliste, sans aucune... c'est-à-dire que... Oui, c'est ça, quand tu parles de start-up, quand tu parles c'est presque un langage d'entreprise ou un langage de couple banalisé, un langage de relations humaines banalisé, à l'os, premier degré,
sans aucune phase de perdition pour le moment. C'est-à-dire que je crois qu'évidemment, comme tu parles des portes, on fait tout ce premier travail qui est un travail presque très, très rythmique, immédiat, et sans aucune fioriture dans l'approche du texte. Je pense que ça va se noircir, s'approfondir et se creuser par la suite. En même temps, il est très possible que cette espèce de strate très roide, très brute, produisent d'elles-mêmes l'effet de vertige que la pièce peut nous apporter. Ça, on va voir un peu l'évolution du travail. C'est une question plus pour vous, Thierry Ansys, parce que vous êtes doyen. Sylvia Berger est sociétaire de la troupe depuis de longues années aussi. Vous vous connaissez très très bien. Viennent ensuite effectivement vos nouveaux camarades, Thierry Godard, Jordan, et puis Aurélien qui était à l'Académie, qui est un très jeune metteur en scène. Et quand on assiste à cette répétition, quand on vous voit travailler, c'est très horizontal, pour reprendre votre mot tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas, évidemment pas une hiérarchie, mais en tout cas des niveaux différents ou des strates différentes qui existent de fait, puisque vous avez une connaissance de la maison, de ses rythmes, de ses lieux même, je dirais une connaissance corporelle des lieux, des salles de répétition beaucoup plus grande que celle de vos camarades. Rien ne filtre de cela. C'est un peu le principe du travail ici, en fait. C'est-à-dire que c'est une question d'ancienneté, finalement, et puis d'habitude. Mais il est hors de question d'avoir une appropriation particulière ou d'un espace, ou d'un rôle, ou d'une autorité. On se retrouve chaque fois confronté. C'est-à-dire là, je me retrouve dans le Moche avec Sylvia, avec Jordan, avec Thierry. On est juste aussi débutants les uns que les autres par rapport à ce texte. Et c'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on est... Oui, allez-y. Non, c'est-à-dire qu'on se remet toujours en état de fragilité, en état d'innocence par rapport à chaque nouveau projet, et à moins de se retrouver devant une équipe absconte avec un metteur en scène abscon, où là tout d'un coup il faut faire marcher ou l'autorité, ou du moins l'ancienneté, ou l'habitude, ou le métier, voilà, pour faire avancer la chose. En l'occurrence, c'est pas le cas du tout, et comme dans tout travail, ça demande de la disponibilité, de l'humilité, et puis de l'écoute, et puis de la camaraderie. Enfin, il n'y a pas on ne sort jamais de là. Depuis 40 ans, on ne sort jamais de là. En plaisantant, ça fait 40 ans que je m'astreins à ne pas proposer. Oui, c'est vrai, parce que, sauf quand c'est une demande réelle du metteur en scène qui attend les choses de nous. Et naturellement, on propose évidemment dans une première lecture, et puis quand on se retrouve en situation, dans un espace, le corps vit. Je ne vais pas m'astreindre de vivre, mais c'est pas parce que je vis que je propose nécessairement quelque chose auquel je tiens dur comme fer. Oui, c'est-à-dire que de la même manière... par exemple, j'ai une très bonne mémoire. Avant, je me faisais une petite gloriole les quelques premières années d'apprendre mon texte parfaitement et d'arriver en répétition, le texte su parfaitement. Je me suis rendu compte en fait que ça me bloquait, parce que en apprenant un texte, forcément, on inscrit aussi des images mentales, des images émotionnelles, des images mentales dans l'apprentissage. On ne peut pas apprendre un texte à blanc comme ça. J'en suis incapable, moi, personnellement. Pour apprendre un texte, il faut que ça passe par le véhicule de l'émotionnel. Et donc, je me suis rendu compte que ça me contraignait dans l'ouverture et dans la disponibilité que j'avais par rapport justement aux demandes ou aux propositions, aux interrogations d'un metteur en scène. Ce qui fait que j'évite, après, dès que je vois qu'il faut apprendre le texte, je l'apprends, je le bloque, et ça va très vite, mais je reste complètement disponible, et dans l'apprentissage physique, et voilà. S'il y a des problématiques, je peux les résoudre, je peux proposer des solutions pour résoudre les problématiques qui se posent, mais je ne vais pas... Votre mémoire, vous la bloquez, vous dites que vous la bloquez. Ça veut dire que c'est vraiment un muscle maîtrisé, alors pour le coup, grâce à l'expérience aussi. C'est-à-dire que... Ouais, après, on dit ça, mais ça impressionne toujours les gens. Vous savez ça bien impressionne, la ça impressionne les gens, mais vous savez, n'importe quel acteur qui entre ici, qui n'est pas formé à ce muscle, soi-disant, il y a des jeunes qui se retrouvent avec 3 à 4 spectacles la première année, et ça fonctionne, hein, ils connaissent leur texte, ils n'ont pas de trous, faut pas non plus, ça impressionne les gens, mais c'est pas non plus un secret. Il y a quelques acteurs qui font des blocages, qui sont plus lents, parce qu'ils ont besoin justement, je pense qu'inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, ils ont besoin de maturité, plus en profondeur, un rôle
émotionnellement, physiquement, avant que le texte puisse s'inscrire. C'était un peu le... Pardon, je digresse, mais c'était un peu... Vous parliez de Vassiliev tout à l'heure. C'est un peu le laïus général et un des credos de Vassiliev. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a travaillé la Musica avec Florence Viala, qui était quand même un spectacle de 4 heures, 3 heures et demie, jusqu'à 15 jours avant ou 3 semaines avant la première, il nous a interdit d'apprendre le texte. Et on était en panique. Moi, j'étais moins en panique que Flo, qui a un petit peu plus, qui dit qu'elle est un peu plus tâcheronne là-dessus. Alors, c'est pas vrai du tout, parce qu'elle le connaissait au rasoir, son texte. Mais Vassiliev nous disait, voilà, si le problème, quand on apprend un texte, la mémoire crée une espèce de couche dure. C'est-à-dire que le texte devient une couche dure. Et si on apprend le texte avant d'apprendre les sentiments, etc., les sentiments, ils vont sortir du cœur, mais ils vont se cogner à cette couche dure. Alors que si on apprend d'abord les sentiments, si on apprend d'abord la mémoire de l'émotion, la mémoire du physique, la mémoire interactive entre deux acteurs, ça crée quelque chose de complètement flottant, magnifique, magique, merveilleux, sur lequel le texte va venir doucement se poser. Mais si on crée la couche dure de la mémoire, ça laisse très difficile les impulsions, les fulgurances que peut amener une répétition. Voilà, c'est un peu le... Jordan, vous avez cette expérience-là de la couche dure, c'est-à-dire tout un tas d'attendus une fois qu'on sait son texte et qu'on a du mal à détricoter ensuite par le jeu. C'est quoi votre religion à vous depuis que vous êtes ici, c'est-à-dire depuis 2023 C'est un jeune croyant. Écoutez, ça n'a pas plus changé. J'ai changé de paroisse, mais il n'y a pas eu plus de changements dans ma manière. Vous n'avez pas plus de textes à apprendre. Enfin, des fois, c'est quand même aussi une histoire de volume ici. Il y a du texte, mais comment dire, naturellement, le cerveau cloisonne, mais cloisonne parce que la vie fait qu'on cloisonne assez souvent plein de choses dans différents corps de métier. Moi, la danse m'a permis de cloisonner, le chant, le théâtre aussi, selon les pièces. En fait, très, très rapidement, mon cerveau se fie à des mouvements. Et donc, moi, ça m'aide énormément, le corps. Donc, dans un premier temps, il faut travailler ce texte-là, le mâcher, le mastiquer. Mais dès que mon cerveau enregistre des déplacements au plateau avec des camarades, je sais que, voilà, à tel endroit, ce texte-là doit venir. À tel endroit, ce texte-là vient. Et en fait, voilà, ça se place comme ça assez rapidement et selon les pièces qui sont assez différentes. Il y avait vraiment très très peu d'inquiétude là-dessus. J'arrive dans un univers complètement différent selon les pièces et très vite mon cerveau fait OK, là on est dans telle porte. En fonction en fait de vos évolutions corporelles. C'est-à-dire que ça vient par le corps chez vous. Ça m'aide énormément. Je me rends compte de ça. Après, selon les pièces, par exemple, sur la dernière nuit de Don Juan avec Marie Zestier, c'était de l'alexandrin. Donc là, il y a encore une autre musique, encore autre chose qui m'aide. J'écoute énormément de rap. Et donc, c'est un peu l'ancêtre du rap. Et donc, il y a forcément cette écoute qui est différente. Et donc, mon cerveau enregistre aussi les rimes, les pieds, chaque chose très précisément grâce à ça. Et puis, le corps, oui, énormément. Le corps m'aide énormément à caler du texte et à caler aussi des déplacements, à enregistrer tout, même pour les déplacements de chacune, ça m'aide énormément. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ouais, la phase d'avant. Doucement, c'est la phase d'avant, mais il a tout à fait raison. C'est vrai que, par exemple, ça m'est arrivé de reprendre un spectacle 2 ans après, et vous me diriez, là, on va faire une italienne, mais incapable, il n'y a pas un mot qui me vient. On se met dans l'espace, on commence à bouger, paf, tout le rôle revient. Parce que tout ça est lié au corps. Tout ça est lié, c'est-à-dire un acteur, c'est un corps. Un corps qui parle, mais c'est un corps. C'est vrai que un corps qui parle. C'est un corps qui parle. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait les beaux-arts avant et en fait j'ai découvert le théâtre et en fait je me suis rendu compte que le théâtre répondait exactement aux mêmes besoins que la peinture. C'est-à-dire c'est un corps qui s'exprime. La peinture c'est un corps qui s'exprime par la toile, par le geste sur une toile. Sauf que là, en plus il s'y ajoute la parole et puis on le fait pas tout seul parce que la peinture ça a tendance à rendre un peu neurasthénique quand même. Alors ce que j'ai vu c'était pas du tout neurasthénique. Moi. Non mais ça. 4 personnes concentrées mais joyeuses. Oui. Mais la peinture rend neurasthénique, pas le théâtre. Mais c'est souvent ça qui est jouissif, en tout cas me concernant. Là, j'étais ravi de partir sur le moche parce que y a vraiment dans ce projet-là 3 personnes avec moi et d'autres encore. Toute l'équipe artistique, que ce soit à la lumière, au son, au costume. Vraiment, j'ai travaillé avec personne encore. Donc ça, c'est vraiment jouissif.
À chaque fois, vous apprenez à vous connaître. Ce que j'entends ici, c'est qu'on apprend quand on est dans la troupe, qu'on vient d'arriver, on apprend à se connaître les uns les autres et on apprend à connaître ses camarades en jouant. Parce que sinon, vous vous croisez peu. Ça dépend. Il y a des gens qui. Moi, c'est vrai que je suis un garçon assez solitaire. J'aime bien ma solitude. En revanche, j'adore rencontrer les camarades dans le travail. Voilà, c'est extrêmement plaisant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens ici qui se voient en dehors, qui ont lié des vraies relations continues en dehors du travail même. C'est vrai que moi, je reste un peu solitaire, concentré sur ma famille. Ça passe par le travail. Moi, ça passe par le travail, oui, bien sûr. Par le travail et puis par le lien nécessaire de sociétaire et de doyen avec la troupe et avec les différentes problématiques qui nous sont posées et qui me sont posées, en l'occurrence. Mais travailler, découvrir. Là, effectivement, moi aussi, je suis ravi. Je connaissais personne, à part Sylvia, avec qui j'ai pas mal travaillé. Mais Jordan, on n'a jamais travaillé ensemble. Thierry Godard, il arrive. C'est vrai qu'on s'est rencontrés. Et puis voilà, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Le metteur en scène, le costume, le décor, tout ça, donc ça, c'est très, très, très riche. Et c'est une des vraies richesses de cette troupe. Au-delà du fait que nous connaissions tous les uns les autres, parce que nous allons voir les spectacles des uns et des autres et parce que nous connaissons par les assemblées, par les relations, par le travail. Mais chaque fois retrouver des acteurs avec lesquels on n'a peut-être pas joué depuis très longtemps, voir des metteurs en scène de milieux d'horizons aussi différents qui viennent travailler ici avec des thématiques, avec des sensibilités aussi opposées parfois, et être là pour se plier. Se plier, c'est peut-être un grand mot, mais du moins pour accompagner, pour servir ces thématiques, ces sensibilités, et nous enrichir, nous, et les enrichir, eux, de tout ce que nous avons vécu avant et de toutes nos interrogations. Ça, c'est un job passionnant d'être ici. Oui. Ah bah oui, mais c'est un luxe. C'est un luxe. Cette richesse, pour moi, vraiment, c'est ce qui remplit mes journées. C'est d'arriver, de rencontrer chaque personne, de me dire « Ah, aujourd'hui, j'ai vu le petit Thierry à l'intérieur, complètement foufou de démarrer un projet, la petite Sylvia, le petit Thierry Godard. » Et moi, ça me fascine, même de voir Aurélien, tous les petits-enfants que chacun réveille au fur et à mesure des répétitions. Moi, c'est ce qui me fascine dans ce métier-là, c'est de voir les petits-enfants intérieurs à quel endroit ils sont. Et le vôtre, alors ? Parce que vous considérez que c'est les petits-enfants. On va convoquer son petit-enfant. C'est pas trop un spectacle pour les enfants, quand même. Non, quand même pas. Non, quand même pas. À partir de 13 ans, je dirais. Non, mais même qu'importe le projet, en vrai. Là, on peut même parler de Macbeth à côté. De voir chaque comédienne au plateau réveiller un petit enfant intérieur, même pendant les répètes ou autre. C'est beau à voir. C'est beau à voir que, malgré des fois l'écart qui peut être un peu plus grand, en termes d'âge, je veux dire, de se rendre compte qu'il y a pas, mais il y a vraiment, on n'est pas si différents que ça en fait. On est vraiment juste des grands enfants. Et moi, c'est ce qui me ravit chaque jour en répétition. À part les enfants, il n'y a personne qui dit « Allez, on joue ». Si, les musiciens. Oui, bah oui. Allez, on joue. Et on joue. Moi, je vous ai vu beaucoup observer votre metteur en scène. Parce qu'il a une pratique tout à fait personnelle, singulière, une façon. Il joue un peu avec vous, il bouge beaucoup, et il est très précis. Oui. Il vous ramène dans la concentration avec son jeune âge et sa jeune expérience malgré tout. Et je vous ai observé l'observer pour comprendre où il était en train de vous emmener, j'imagine. En ce qui me concerne, moi, c'est sûr que c'est une sensibilité très générationnelle. C'est un axe de travail, un axe de parole qui est très générationnel, qui n'est pas le mien, évidemment, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de l'observer, parce qu'il est complètement investi dans cette rythmique-là. C'est comme tout d'un coup, vous êtes un grand pianiste classique, et tout d'un coup, il y a un jeune garçon qui dit « On va faire du rap ensemble. » Non, c'est ça, le truc. Le truc, c'est comme ça. Ah bon. Et tout d'un coup, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris pour arriver encore une fois, à la substantifique moelle, comme disait Rabelais, du projet et de ce que lui a en tête. Et ça, c'est vraiment passionnant. Ouais. Parce que lui, il part, et peut-être qu'on conclura là-dessus, mais il part sur des références qui sont celles de sa génération. Et il dit, par exemple, la pièce a été écrite au moment de la naissance de l'iPhone, et c'était sans doute une espèce de vision dystopique et un peu annonciatrice des dégâts que les smartphones et les réseaux sociaux, dans la foulée, allaient causer sur la société. Il part de réflexes, et j'imagine
j'imagine, d'usages qui ne sont peut-être pas les vôtres. Thierry, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous y êtes, Jordan. Moi, oui. Mais voilà, il est quand même sur des références qui sont effectivement très générationnelles, très contemporaines. L'influence, la déformation des visages, l'opération esthétique. Et en même temps, il a une voix un peu universelle qui peut s'adresser à vous, qui n'êtes pas sur les réseaux sociaux, donc qui n'en faites pas l'expérience dans votre chair. À vous qui connaissez les réseaux sociaux, et donc j'imagine ces délices, ces catastrophes. À comment on arrive à avoir ce discours-là et à vous rassembler autour de thématiques qui sont quand même... Lui, il cite notamment Sans filtre de Ruben Östlund, qui est donc la Palme d'Or. Je ne sais pas si c'est un film que vous avez vu l'un et l'autre, mais qui est vraiment sur une époque ultra contemporaine. Est-ce que vous convoquez Kafka ? Est-ce que vous convoquez... Parce qu'il y a plein d'autres images qui viennent en tête quand on lit ou quand on entend le moche. Comment est-ce que... Quelle question très longue, j'en suis bien consciente, je vous vois. Mais comment est-ce que, à quel endroit, vous, les uns, les autres, je vous pose cette question à tous les deux, qui êtes 2 générations différentes, vous retrouvez cette thématique et ce qu'il a envie de faire passer ? Moi, personnellement, ça me lie à un projet que j'ai fait depuis 2014. Donc après, j'ai quitté, mais que je suis un peu à distance. En tout cas, c'est le projet d'un ami, Messaoud Azerou, qui est un chorégraphe. Et il a créé un spectacle qui s'appelle Sans le savoir, à partir de travaux de Michel Desmurget, qui travaille sur les effets délétères des écrans. Et donc, ça me ramène à ce premier projet-là, avec lequel c'était mon premier projet professionnel. Et donc, j'y suis pas du tout étranger. À partir du moment où on a commencé à parler des GAFAM, tout ça, c'est énormément de choses qui me sont revenues sur le temps de cerveau disponible et à quel point on travaille sur l'inconscient et qu'est-ce qu'on nous laisse. Est-ce que c'est des graines qui vont fleurir positivement ou est-ce que ça va être des fruits empoisonnés ? Et donc, personnellement, en tout cas, les discussions qu'on a pu avoir ne me sont pas du tout étrangères. Là où un peu on a travaillé en termes de référence pour les personnages, pour la création de personnages, c'est récemment avec Aurélien, je lui ai dit, écoute, plus je le vois me donner des indications pour le rôle de Scheffler, plus je l'observe jouer Scheffler dans les directions, plus il me fait penser à tel ou tel personnage dans tel film. Récemment, je lui ai parlé du personnage de Benjamin Laverne dans Le sens de la fête. Et je ne sais pas pourquoi, plus il me faisait Scheffler, plus il me dirigeait, plus j'avais la tête de Benjamin dans ce film-là. Et, donc un personnage assez odieux, on peut sans insulter Benjamin Laverne. Je lui ai dit ça récemment, il m'a dit ne juge pas le personnage. mais c'est vrai que c'est un personnage assez acerbe et donc c'est une très très bonne inspiration pour Scheffler. Très très peu d'émotions en tout cas dans comment je vois ce personnage-là. Voilà à peu près où j'en suis avec tout ça. Point de contact. Et vous, le vôtre ? Moi, j'ai aucune. Quand je travaille, j'ai aucune référence. Je déréférencie tout. Simplement, je suis dans l'impact que toutes ces choses-là ont sur moi, évidemment, parce que même si je ne suis pas versé dans les réseaux sociaux, je les connais, je vois l'effet délétère qui suit l'effet positif qui était, qu'on espérait. Enfin, j'ai jamais été trop dupe de ça. J'ai même toujours été extrêmement réticent quand Internet est arrivé. Je me rappelle avoir eu des grandes conversations avec mon père à l'époque en me disant il me dit mais c'est génial. Mais non, c'est la source de tout. Ça va être la source de tout. Ça va être la source d'horreur. Ça va être la source de déshumanisation. Ça va être la source il me dit mais non, tu vois, bon, d'accord. Et donc tout ça, c'est une. J'avais raison. C'est une vraie. Moi, ça a toujours été une vraie question, une vraie méfiance et une vraie douleur. C'est tous ces réseaux, Internet y compris, tout en reconnaissant évidemment l'impact positif que ça a eu sur beaucoup de choses, sur des millions de choses, mais l'impact négatif que ça a eu sur d'autres millions de choses. Et qui sont beaucoup plus ravageuses que je crois, le positif ne peut il y a plus de mal que de bien là-dedans. Et c'est la boîte de Pandore, on en parle depuis longtemps, la boîte de Pandore. Là, l'homme l'a ouverte, la boîte de Pandore. Maintenant, est-ce que l'homme sera assez sage et assez fort pour la fermer ? Je ne crois pas. Il n'en aura plus la capacité. Ce sont des discussions que vous avez
Non. Non, pas tant que ça. Pas encore, on l'aura peut-être, mais je vous dis, là on est dans les premières strates, on est dans les premiers cercles de l'enfer, ça va se réduire et on va arriver au dernier cercle de l'enfer. Ça va se terminer et là en ce sera le charcuterie, en 27 mars. charcuterie. Sur ce pauvre Jordan, merci infiniment à tous les deux. Le Moche, une pièce de Marius von Mayenburg. On peut dire Marius von Mayenburg Ouais, si vous maintenant. voulez, ouais. Marius von Mayenburg. Mise en scène Aurélien Amar-Padis. Alors, à partir du 27 mars et jusqu'au 4 mai au Studio Théâtre, vous jouez avec vos camarades Sylvia Berger et Thierry Godard. Merci infiniment à tous les deux. Merci Merci à tout le monde. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie Dalman. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.